Au bout de cette piste accidentée, un repère de chercheurs d'or à 5400 mètres d'altitude, la Rinconada. Il y a 15 ans, personne ne voulait vivre ici. Mais avec l'arrivée de l'électricité et la flambée du cours de l'or, ce bout de cordillère des Andes est devenu une ville de 40 000 habitants. La plus haute du monde, l'une des plus sales aussi. À la Rinconada, pas de décharge publique, pas d'égout, pas d'eau potable. Il en faut beaucoup plus pour décourager ces milliers de mineurs qui risquent leur vie ici dans l'espoir d'en changer et de faire un jour fortune. À 5400 mètres d'altitude, 600 mètres plus haut que le Mont Blanc, l'homme perd plus de la moitié de sa capacité respiratoire. Cela entraîne de très forts maux de tête. La coca, c'est pour aller dans la mine, pour éviter le mal de l'altitude. Sans cette petite feuille, impossible de travailler. Le Pérou est le premier producteur mondial de coca. On enlève la tige, on la plie et on la met dans la bouche. 1 heure, parfois plus, jamais moins à en mâcher. C'est le temps que les mineurs s'accordent avant de descendre à la mine. Sur le chemin, un deuxième rituel, tout aussi incontournable que la coca. Ushita, jolie fille, bénis-nous. Jolie Ushita, je t'invite à boire un coup. L'offrande à une divinité, la Pachamama, la mère nature. Et fait que le travail d'aujourd'hui nous rapporte. À la Rinconada, la grande majorité des mines est exploitée illégalement. Miguel travaille dans celle-ci depuis 6 mois, sans aucune autorisation. C'est tout droit. Attention, il y a la faille. C'est dangereux. Des pierres peuvent se détacher. Il y a un risque d'éboulement. Bonjour. Bonjour. Miguel et son équipe se relayent jour et nuit pour trouver quelques grammes d'or. Ces mineurs viennent de tout le Pérou et de la Bolivie. Ils attendent le filon qui va les rendre riches, peu importe les risques sur la santé. On se met du papier toilette dans le nez pour éviter que trop de poussière ne rentre. On ne peut pas travailler comme ça pendant des années. Il y a du monoxyde de carbone qui s'échappe quand on frappe le minerai. Ça va dans nos poumons et on peut en mourir. Tout est du minerai dans ce morceau. Si vous regardez de ce côté, ça ne brille pas, ce n'est pas de l'or. Par contre ici, c'est de l'or. Mais cet or-là n'est pas pour eux. Dans cette mine illégale, pas de salaire. Pendant 14 jours, ces travailleurs remplissent des sacs gratuitement pour le patron de la mine qui l'exploite sans concession. Mais le 15e jour, tout l'or qu'ils ramassent est pour eux. C'est le cachorrero, le jour du mineur. Ils ne sont payés que comme ça, avec en tête l'espoir du jackpot. C'est pour cette raison que Fidel, 31 ans, a débarqué à la Rinconada. Avant, il vendait des bijoux dans une grande ville. À la ville, on ne peut pas économiser d'argent. J'ai travaillé pendant 5 ans et je n'ai pas économisé un centime. Et mon vœu le plus cher serait d'étudier la grande cuisine. Mais la formation coûte quelque chose comme 300 ou 350 euros. C'est ce que je pourrais gagner ici en 15 jours. Pour Fidel, la Rinconada, c'est donc un accélérateur de temps. La mine paye cash, rien n'est déclaré. Les journées de travail ne durent pas plus de 4 heures. À cette altitude, difficile de tenir plus longtemps. J'y vais, à demain. Fidel ne se départit jamais de son sourire, mais il est épuisé. Et il y a 15 jours encore, il ne vivait qu'à 3400 mètres d'altitude. Au début, j'ai pensé abandonner, mais je voulais être fort. Je me disais que tout est une question d'habitude.
Je commençais à m'agiter, mon cœur palpitait. Je pense que c'était à cause de l'altitude. Mais maintenant, ça va mieux. J'arrive à marcher normalement. Je me suis acclimaté. Pour rentrer chez lui, Fidel commence par marcher 25 minutes au milieu d'un paysage hallucinant. Devant lui, un océan de poubelles qui grandit depuis 15 ans. Les oiseaux volent au milieu des papiers et au-dessus des tornades de déchets. C'est pas agréable, cette odeur nauséabonde, hein. Mais bon, y a pas le choix. Faut bien travailler. Puis Fidel enchaîne par 20 minutes de transport en minibus. La neige s'est mise à tomber. Il reste encore à Fidel 25 minutes de marche. Au total, plus d'1 heure de trajet pour rentrer chez lui, au bout du monde. Pour faire des économies, il a choisi de vivre en dehors de la ville, dans cette cabane qu'on lui a prêtée. L'hiver ici, il fait entre -15 et -20 degrés. Tais-toi! Le premier sourire de la journée se trouve derrière cette porte en tôle froissée. Bonjour. Comment ça va? Bien. Sa fille Camilla, 10 mois, est au chaud dans le dos de sa femme Elena. Elle s'est endormie, non? Camilla, mon bébé. Fidel veut la réveiller. Il tient absolument à nous la présenter. Coucou. Regarde, il y a des amis. C'est pour sa fille qu'il fait tous ces sacrifices. Pour lui offrir un avenir, avec sa femme, ils ont quitté le confort d'un appartement chauffé d'une grande ville du Pérou. Moi, je dors de ce côté. Ma fille est au milieu, pour être réchauffée, car il fait froid ici. Et ma femme se met dans le coin. Un lit, un semblant de penderie et une petite cuisine, moins de 15 mètres carrés, sans chauffage. Le strict minimum pour Elena. Cette diplômée en pharmacie a suivi Fidel les yeux fermés. Mais la Rinconada doit être un plan à durée bien déterminée. Combien de temps vous pensez passer ici? Au maximum 1 année. Plus, je ne veux pas. 1 an à attendre toute la journée le retour de son mari, à prendre soin de Camilla. C'est le contrat. L'État péruvien semble aujourd'hui un peu dépassé par ce Far West. Il essaye d'y mettre un peu d'ordre, mais c'est difficile. Juan Martín Chávez est le chef de la police locale, en mission à la Rinconada, pour 6 mois maximum. Ici, c'est le dortoir de tous les officiers de police. Les flics les plus hauts du monde vivent ici sans leur famille. Le commissariat a été créé il y a 4 ans. Ils ne sont que 30 pour 40 000 habitants. Dans la ville, les policiers ne sont pas vraiment les bienvenus. Les habitants leur font bien comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Regardez par là. C'est un avertissement pour les délinquants. Ici, la police ne sert à rien. La Rinconada est un territoire sans foi ni loi. Tous les commerçants de cette rue ont installé ça pour prévenir les délinquants. S'ils tentent de voler, d'attaquer, de commettre un délit ici, ils risquent la peine de mort. C'est une tradition locale que de se faire justice soi-même. Pena de muerte, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Le brigadier Chavez nous emmène sur les hauteurs de la ville, là où 50 habitants ont mis cette menace à exécution. C'était il y a moins d'1 mois, sur cette petite place. Apparemment, une personne a été surprise en train de cambrioler un appartement. Les habitants l'ont capturé.
Ils l'ont traîné ici, jusqu'au monument. Et ils l'ont battu? Ils l'ont attaché, ils l'ont frappé, ils l'ont lynché, jusqu'au coup fatal. Le brigadier Chavez n'en dira pas plus. Il souhaite retourner au commissariat. Allez, on y va. Quand on parle de ça, les habitants s'énervent. La police qui a peur, le monde à l'envers. Mais il faut dire qu'il y a 3 semaines, son commissariat a été la cible de jets de bouteilles et de bâtons de dynamite de la part des mineurs. C'est un bon jour pour Miguel et les siens. Ils chargent 1 tonne de minerai, dont la moitié est pour eux. Il y a du monde qui vient nous aider? En plus du cachorrero, le salaire du 15e jour. Allez, il faut décharger tout de suite. 1 fois par mois, le patron fait ce cadeau pour motiver ses troupes. Allez, on va broyer tout ça. Tu la fermes, cette porte? On a passé la nuit à extraire le minerai, avec tous les gars. C'est un cadeau, fallait en profiter. Il y a 5 ans, Miguel était agriculteur. Avec l'inflation, ses récoltes n'étaient plus rentables. Il a décidé de changer de vie. Lui s'est donné 2 ans pour réussir dans cet Eldorado. Grâce à la mine, il espère ouvrir le garage de ses rêves. Chaque sac pèse entre 80 et 100 kilos. Miguel a un œil sur chacun d'eux et sur la machine à broyer le minerai. Ça ne broie pas comme il faut que ce soit un petit peu plus petit. Parfois, il y a une bonne surprise. Ici, il y a une paillette. Regardez, ça c'est de l'or. C'est pour ça qu'on travaille. Peu importe le froid, ça vaut la peine de travailler, même à cette altitude. Là, je me sens heureux, vraiment. Le minerai broyé est alors injecté dans ces machines à laver. Il est mélangé avec de l'eau, de l'azote et du chlore. C'est ce processus qui permet alors de se décoller du minerai. Le mélange est ensuite associé à du mercure dans ces seaux. On appelle cette phase l'amalgamation. Après, c'est l'homme de confiance du patron qui opère. Pour séparer et purifier le précieux métal, il utilise du mercure, une substance hautement toxique qu'il manipule pourtant à main nue. Cette petite boule argentée, c'est le produit de 4 sacs de minerai. Le travail de 13 mineurs mobilisés pendant une journée. Voilà, c'est fini. Il y aurait dans cette boule recouverte par une fine pellicule de mercure 13-14 grammes d'or, 400 €. C'est la part que se réserve le patron. Celle de Miguel et des mineurs tourne encore dans ses lessiveuses. Il va falloir encore attendre 2 bonnes heures pour savoir combien ils ont gagné. « 800 mètres plus haut, à 6000 mètres d'altitude, une poignée de mineurs travaillent dans des conditions encore plus extrêmes. À la Rinconada, comme il n'y a pas d'eau courante, tous les 2 mois, Victor, Hernan et Roberto partent en récupérer sur le glacier en creusant des puits de 5 mètres. L'eau qui sort de ces câbles n'est pas pour la population. Elle ne sert qu'à alimenter les mines. Pour ce travail de titan, ils sont payés 20 € la journée. C'est dur, non? Non, on est des braves. On est forts. Avec une seule droite, je te couche. Vous êtes des guerriers, vous, hein? On est très forts. Faut bien manger, surtout. Du quinoa, des pommes de terre, du maïs.
Et plus que tout, la coca. Ainsi travaille l'homme de la cordillère des Andes. Dans ce monde très viril, une centaine de femmes a réussi à se faire une place un peu plus bas. On les appelle les payaqueras, les casseuses de cailloux. Leurs maris travaillent à la mine. Elles en font les poubelles à la recherche d'un simple reflet qui indiquerait la présence d'or. Il n'y en a pas, je n'ai rien trouvé. Zéro, rien. Aujourd'hui, j'ai trouvé 2 paillettes. On est loin du chariot d'or. En moyenne, chacune arrive à mettre la main sur 1 gramme d'or par semaine, l'équivalent de 35 € pour 40 heures de travail. C'est l'heure de la pause. Celle-là marque la fin d'une longue journée, avec le même goûter que celui des hommes, feuille de coca cigarette. On se repose, on prend un peu de coca. Et parfois, on boit un coup. Vous buvez aussi? Si tu en as, invite-nous. On boit à cause du froid. Parce que son mari ne trouvait pas de travail, Gladys est venue vivre à la Rinconada il y a 10 ans. Fais attention de ne pas tomber. Avec le temps, elle s'est habituée à la rigueur du climat. Un thé? Un petit café? Allez, venez. Restez pas là. Mais cette année est la dernière qu'elle veut passer ici. La Rinconada, ce n'est pas une vie pour des enfants. Elle en a 2. L'aînée fait des études à 3 heures de là, à Juliaca, dans une ville un peu plus bas. La petite dernière a 5 ans. Elle s'appelle Rosemary. Tu as des devoirs? Tu dois colorier les 8. Tu l'as fait, ça? Demain matin, tu finiras. Maintenant, c'est l'heure du dîner. Je veux que mes enfants étudient. Je veux qu'ils aient un métier. Ma fille finit son année ici. L'an prochain, nous allons nous installer à Juliaca pour qu'elle étudie. Personne ne veut que ses enfants deviennent mineurs. C'est sûr. Le grand départ est programmé. Mais tout ça se fera sans le mari de Gladys, qui doit encore rester ici pour gagner sa vie à la mine. La nuit est tombée sur la Rinconada. Les mines tournent encore et elles ne sont pas près de s'arrêter. Comme la ville, elles ne dorment jamais. Il est un peu plus de 20 h. Les bars et les discothèques du centre-ville commencent à se remplir. Les visages des mineurs sont marqués par la fatigue et par l'alcool. Pour Miguel et Fidel, l'or a fini par sortir des lessiveuses. On va vendre l'or. Dans leur poche, la part que le patron leur a laissée. Ça peut être un peu dangereux. Faut faire attention. À cette heure-là, devant un magasin de vente et d'achat d'or, la tension peut vite monter. Allez, va te coucher, toi. Miguel surveille les alentours de très près, pendant que sa petite boule argentée est en train de chauffer. 20 minutes dans ce four pour éliminer le mercure. Et voilà l'or. Enfin. C'est la première fois depuis son arrivée il y a 2 semaines que Fidel va toucher de l'argent, de l'or qu'il extrait. 22 grammes. 22 grammes 800. À 35 € le gramme, ça fait 800 €. À diviser par 13, soit 45 € par tête. Fidel empoche sa part. Il espère qu'1 an à la Rinconada suffira. L'espoir du chercheur d'or, c'est son moteur. Comme le veut la tradition chez les mineurs, une paye ça s'arrose le soir même, à la bière. L'État péruvien voudrait faire de ces mineurs illégaux des salariés
qu'il paye des charges et des impôts. Ce serait la fin du cachorrero, le fameux 15e jour, celui du mineur. Sauf que dans ce Far West, l'idée ne passe pas. Demande aux gamins. Tu préfères un salaire ou le cacholero? Le cacholero, bien sûr. Un salaire, c'est 3 fois rien. Tout le monde préfère le cacholero. Avec le cacholero, tu achètes ta voiture, ta maison, tu fais tout ce que tu veux. T'as même 2 gonzesses en plus. À la Rinconada, les journées se terminent comme elles ont commencé, en célébrant la Pachamama, en arrosant la terre, pourvu qu'elle donne de l'or demain. On suit la veine aurifère tout le long jusqu'à la fin. On tape comme ça. On suit jusqu'à ce qu'on arrive là où il y a de l'or. Sous les coups de marteau d'Aboubacar, un quartz aurifère. Ça, c'est une pierre qui contient de l'or. C'est pour des pierres comme celle-ci que 8 heures par jour, sous plus de 40 degrés, il tape. C'est dur, on ne travaille pas avec des grosses machines, seulement avec le marteau. Le marteau, puis le pilon, pour réduire les pierres en poussière et les passer à l'eau. Trouver de l'or, c'est un peu de technique et surtout beaucoup de chance. On peut trouver beaucoup d'or dans un sac de pierre. 100, 200, 500 grammes d'or. Mais il y a des sacs qui ne donnent qu'1 ou 2 grammes. Ça y est, on va savoir. Tout ça là, ce qui reste, c'est de l'or. Là, c'est bien là. Ce sable doré au fond de la coupelle en contient environ 8 grammes. Comme Aboubacar, c'est tout le Soudan qui est pris par la fièvre de l'or. Dans ce pays de 40 millions d'habitants, près d'un homme sur 15 creuse en quête du précieux métal jaune. Surtout au nord, près de la frontière égyptienne, dans un territoire grand comme la France, où au milieu coule le Nil. Ces hommes renouent avec un passé glorieux, celui de l'or des pharaons, sorti des mêmes gisements 3500 ans plus tôt. Des dizaines de milliers de kilomètres carrés parsemés de trous, de galeries, de cabanes de jute et de plastique. Restaurants, boucheries, boutiques d'électronique, d'outillage, ou encore simples coiffeurs, des villes 100% masculines sont sorties des sables du Sahara en seulement 10 ans. Une ruée, encouragée par l'ancien homme fort de Khartoum, Omar el-Béchir, pour remplir les caisses de ce pays, le 13e plus pauvre au monde. Encore aujourd'hui, l'État garde la main mise sur tout le commerce de l'or. Et c'est ici que transite la marchandise, au cœur de la capitale, dans ce cube de béton de 6 étages. Au rez-de-chaussée, des dizaines de bijouteries. Ça, c'est une ceinture en or qu'une jeune fille va porter le jour de son mariage. 260 grammes, ça fait 11 600 €. Les bijoux au rez-de-chaussée et les lingots dans les étages. Ne vous fiez pas aux fils électriques qui pendent des plafonds ou aux murs défraîchis. C'est ici que tout l'or du Soudan est raffiné. Voilà les impuretés, les saletés qu'on fait sortir de l'or. D'abord, on le trempe dans le sel, puis dans l'acide chlorhydrique mélangé à l'acide nitrique, et après on le sèche.
93 tonnes d'or par an sont négociées sur ces bouts de comptoir. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. De cette boîte en plastique sort en quelques secondes l'équivalent d'un demi-million d'euros en lingots. Donc là, on a 2 kg 602 grammes. Et le prix est de 108 000 euros. Abdelrahim fait partie de la quinzaine de grossistes accrédités par le gouvernement. Il achète aux chercheurs d'or et n'a le droit de revendre qu'à l'État. Moi, j'ai ma propre entreprise et je suis en contact avec la Banque centrale qui, tous les jours, me transmet le prix de l'or qu'elle a fixé. J'achète l'or à ce prix et après, je le vends à la Banque centrale. Chaque année, plus de 3,5 milliards d'euros d'or entrent ainsi dans les caisses de l'État soudanais. Le métal jaune permet aussi de faire travailler plus d'1 million de personnes et de faire vivre autant de familles. Aboubakar, 37 ans, vient du sud du pays, à 1200 km de là. Ça, c'est mon lit. Là, il y a mon sac. Il est arrivé il y a 5 ans avec ce sac pour tout bagage. Dedans, un rasoir électrique et un vêtement de rechange. Fils de fermier, marié, il a laissé au village 3 enfants de 5, 3 et 2 ans. À peu près tous les 2 mois et demi, je vais voir mes enfants. Je vais voir aussi comment ça se passe à l'école pour eux, comment ils vont. Seul élément de confort, l'électricité fournie par le groupe électrogène pour brancher les téléphones, unique moyen de contact avec leur famille. Nos familles nous appellent tous les jours pour nous demander de l'argent. C'est pas facile, hein? L'or, ça se trouve pas comme ça. Dans un pays où près de la moitié de la population subsiste avec moins de 50 euros par mois, chaque mineur fait vivre jusqu'à 30 personnes. Allez, va voir tes enfants, toi. Tu leur manques. Une vie loin des siens, des conditions sommaires, tous jurent ne rester qu'1 an ou 2. Sauf que l'or est addictif. Ça rapporte gros, très gros. Quand tu trouves de l'or, tu te dis la prochaine fois, je vais en trouver encore plus. À la fin des années 2000, quand la ruée vers l'or a commencé, chacun était libre de creuser où il voulait, au hasard. Mais depuis 5 ans, l'activité s'est structurée. Aboubakar a un patron. Tu crois que c'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Eid, 48 ans, bénéficie d'une concession de l'État. Il paye chaque année près de 10 000 euros pour avoir le droit de creuser le sous-sol. Des mines comme celle-ci, l'homme en exploite 4. En tout, 900 chercheurs d'or travaillent dans ces puits. Ils apportent leur force de travail. Eid, lui, fournit en plus du gisement les engins de chantier, l'eau, l'électricité et les toilettes. Il vit toute l'année dans cette cahute de 12 mètres carrés, posée entre 2 puits. Ça, c'est mon bureau. Je travaille ici et je dors aussi ici pour rester près des mineurs. Je ne peux pas trop m'éloigner, c'est à la fois mon bureau et ma maison. Sa femme et ses 4 enfants vivent à Khartoum. Et il tient à ce qu'ils fréquentent les meilleures écoles du pays. Il ne les voit qu'une fois tous les 3 mois. Il y a 8 ans, Eid travaillait comme comptable et voulait s'exiler au Canada. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil. En 2009, j'avais un cousin qui travaillait dans la région. Il m'a appelé et il m'a raconté qu'il y avait de l'or. Tous les jours, il en parlait. Il disait qu'il gagnait beaucoup d'argent comme mineur ici. Il quitte alors son travail à Khartoum et part tenter sa chance dans le nord du pays. 10 ans plus tard, son business est bien rodé. Il encaisse 50% de la valeur de l'or trouvé sur ses terrains.
Selon nos estimations, il serait millionnaire en euros. Mais Zeid ne veut pas trop en parler. On ne montre jamais d'or à un étranger parce qu'ici on est superstitieux. On croit que ça va attirer le mauvais œil et faire disparaître l'or. C'est pour ça que les étrangers sont interdits ici. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans une de ces villes champignons au milieu du désert, chez un intermédiaire. Aboubakar est là aussi. C'est encore un peu chaud. La balance est très sensible. Si on met de l'or encore chaud, elle ne va pas donner le bon poids. Elle va afficher quelques dixièmes de grammes en plus ou en moins. C'est mieux d'attendre que l'or soit complètement froid. Ils vont peser ensemble l'or trouvé par Aboubakar en 5 jours de travail. 47,9. 47 grammes 9. C'est bien. Oui, super. Le grossiste achète l'or au prix fixé ce jour-là par la Banque centrale du Soudan. 38 € le gramme. Sur cette transaction, l'État prélève une taxe de 10%. Et pour la répartition, entre Eid et Aboubakar, c'est 50-50. 1346 € chacun. Ok, c'est bon. Prends tout. J'ai tout noté là. On fera le partage une fois arrivé à la mine. Aboubakar vient d'empocher 160 fois le salaire minimum soudanais. Une somme qu'il va partager avec ses 3 camarades de tente, avec lesquels il fait équipe pour creuser le sol. Ils vont fêter ça à la cafétéria de la mine, devant une victoire lyonnaise en Ligue des Champions. Avec ce que j'ai gagné là, j'ai de quoi subvenir aux besoins de ma famille pendant quelques temps. Je suis content. Mais l'Eldorado soudanais a une face cachée. Le mercure, un métal liquide utilisé pour amalgamer l'or qu'il faut faire évaporer. Pour cela, avant la vente, Aboubakar et Eid ont dû faire chauffer leur échantillon. Pourquoi est-ce qu'ils se protègent la bouche? À cause du mercure. C'est dangereux. Vaporisé dans l'air, le mercure est un polluant hautement toxique. Ces particules se répandent plusieurs kilomètres à la ronde, jusqu'aux dizaines de villages le long du Nil. Les habitants commencent à s'en inquiéter, comme Adil, un des marchands du souk, qui vit avec son fils et ses 3 petits-enfants. Tu nous chantes une chanson? Il est parti en guerre contre ce poison qui, selon lui, aurait des effets jusque sur la santé des enfants. Du calme, du calme. Ceux qui ont une allergie ou qui ont été malades, levez-vous. Allez, tout le monde. Oui, les allergies aussi, levez-vous. Dans cette classe, juste après les dernières pluies qui ont ruisselé des mines vers le village, près de la moitié des élèves ont souffert de problèmes respiratoires ou d'allergies. Lui là, pendant un mois, son corps était recouvert de boutons. Sur certains, les éruptions cutanées sont encore visibles. Ça a duré 2-3 semaines comme ça. Après, ils nous ont apporté de la pommade, on a commencé à l'utiliser, et puis c'est parti. J'ai des crises dans la poitrine. Ça me fait mal. Ça vient sans prévenir. Ça fait mal, ici. Aucune étude clinique n'a été menée sur ces enfants pour identifier la cause de ces crises. Mais selon l'OMS, le mercure, en plus de ses effets sur le système nerveux, digestif et immunitaire, peut effectivement toucher les poumons et la peau. Ce matin, sur le bord de la route qui sépare les mines du village, un attroupement. Nous avons le droit de vivre dans un environnement propre pour nous et pour nos enfants. Non au cyanure, non au mercure, non à l'orpaillage sauvage. Depuis 3 ans et demi, avec d'autres habitants de la région, Adil organise des manifestations pour demander à l'État de prendre des mesures. Aujourd'hui,
Ils ont enfin obtenu de rencontrer le gouverneur de la province. À la sortie de la réunion, dans un délai de 2 mois, d'ici au 31 décembre, Adil annonce une bonne nouvelle. La zone d'orpaillage, là où le mercure est utilisé, devra être déplacée à une distance plus sûre, loin du Nil. Les mineurs, d'accord, ils travaillent, mais les gens aussi ont le droit de vivre serein et en bonne santé. C'est la première fois que la dangerosité des mines est reconnue officiellement. Mais la guerre n'est pas gagnée, et l'or commence à faire de l'ombre à un autre trésor que certains vont aussi chercher dans le sol. Sous cette terre, ce sont nos ancêtres. On gagne de l'argent en mettant en valeur notre histoire. Avec une dizaine d'autres ouvriers soudanais, Mahmoud met au jour une ville fortifiée, vieille de 3500 ans. Elle a été érigée au milieu du fleuve pour protéger l'accès aux mines d'or des pharaons. Parce qu'en fait, il y a du gros mur là. Ah, mais c'est... Et c'est la suite. Oh, génial. Des fouilles que dirige Vincent Francini sur l'île de Saï. Cela fait 15 ans que ce chercheur au CNRS travaille sur cette région. Lui aussi est préoccupé par le voisinage. On voit au-delà de la palmeraie, qui symbolise le bras du Nil, que sur l'autre berge, il y a une intense activité d'orpaillage qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui fait peser une menace sur tout le patrimoine de cette zone qui n'a pas encore été prospecté, qu'on ne connaît pas encore sur le plan archéologique. L'archéologue a des raisons de s'inquiéter pour le patrimoine, car le moindre vestige est en fait un indice pour les chercheurs d'or. À 4 heures de piste de là, Eid nous emmène là où tout a commencé pour lui. Au détour d'une colline rocheuse, sa première mine, ouverte en 2012. Là, il y avait des grandes tentes pour les mineurs, de vrais châteaux. On aurait dit les tentes de Kadhafi. Il n'a pas décidé de creuser ici par hasard. Ces pierres, ce sont les restes de maisons de chercheurs d'or de l'ancienne Nubie. C'est ça qui m'a mis sur la piste. Ils habitaient ici il y a des milliers d'années. Et ça a plutôt bien résisté au temps. Des maisons comme celle-là, il y en a partout autour d'ici. Et à l'arrière des maisons, il y a des gisements d'or où on peut creuser. Alors que cette activité était encore marginale il y a 10 ans, le Soudan est devenu le 2e producteur d'or d'Afrique. Regardez, encore une veine aurifère. On creuse comme ça. Et c'est plein d'or. Le métal jaune représente aujourd'hui plus de la moitié des exportations du pays. La fièvre n'est pas près de retomber.